Alors en fait, comme disent les jeunes, en fait, c'est maintenant que je vais entrer dans les considérations un peu alexandrines, dont j'ai annoncé la venue. Les premières écritures sont régies par un principe analogique, c'est-à-dire de ressemblance, entre le signe et la chose. Alors je l'ai pris hier, l'idéogramme chinois qui désigne l'homme. Vous voyez tout à fait, enfin j'espère du moins, qu'il y a une ressemblance non équivoque. Alors je fais un homme. Entre l'homme, que voici, et cet idéogramme. C'est évident. Ça se ressemble. En Chine, les montagnes, je me suis également servi de cet idéogramme hier, sont représentées par ce signe. Or, vous voyez nettement, enfin j'espère encore, la ressemblance entre une chaîne montagneuse avec ses pics aigus et puis ce signe. Oui, donc le principe qui préside aux premières écritures est un principe analogique. Mais je vous en prie. Alors qu'il existe un autre type de rapport possible entre les signes et les choses auxquelles ils renvoient, et ce rapport est arbitraire. Vous comprenez immédiatement qu'il n'existe aucun rapport entre le mot homme, qui désigne pourtant la même chose, ou encore le mot anglais man, ou encore le mot allemand man avec deux N, ou homo, aner, andros en grec, ou bien o anthropos. Comme il n'existe pas de rapport entre le signe et la chose, eh bien ce rapport est dit arbitraire, pas de ressemblance. Voilà. Il est évident, naturel, il allait de soi que les premiers systèmes de notation graphique seraient analogiques. L'esprit humain est récent. Le monde existe, enfin la Terre existe, depuis à peu près, vous le savez, 5 milliards d'années. On a estimé l'âge du globe qui nous porte à 5 milliards d'années. La vie daterait, les premiers organismes unicellulaires, d'à peu près 2 milliards d'années. Elle est très ancienne. C'est des cellules qui se promènent dans les mers chaudes. Et les métazoaires, vous avez de gros métazoaires, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs cellules. Vous avez des milliards de cellules. 600 millions d'années. D'abord, c'est des annélidés, des espèces de gros vers. Puis ensuite, ça se précise un peu, ça devient moins hideux, moins répugnant, moins repoussant. Bon, vous connaissez le long phylum, la longue histoire de la vie dont vous constituez la perfection relative, transitoire. Et comme les choses, le monde matériel, préexiste à l'esprit humain, celui-ci, en raison même de son essentielle plasticité, va se mouler sur les choses. Donc, lorsque, en Mésopotamie, mais aussi en Égypte, en Chine, des esprits particulièrement déliés et impliqués dans les premières structures de la société esclavagiste, se mêlent d'ajouter une mémoire auxiliaire à la simple mémoire humaine, eh bien les signes dont ils se servent sont ce qu'on appelle des pictogrammes. Gramma, dont on a tiré grammaire, veut dire le signe. Ou des idéogrammes, un signe qui renvoie immédiatement à une idée, mais qui, d'abord et avant tout, se calque sur la forme phénoménale de la chose. Ça ressemble à une montagne, ça ressemble à un homme. Comme les choses sont légion, comme il y a des milliers de choses différentes, eh bien, les premiers systèmes de signes contiennent un nombre relativement important et parfois très très important de signes. J'ai fait allusion tout à l'heure aux 80 000 idéogrammes que tout grand mandarin se flattait de posséder dans la 75e année de son âge. Ça présente un très très gros ennui, c'est que lorsqu'un homme atteint 75 ans, il lui faut songer à pousser la porte du feu. Nous savons que nous sommes mortels, je vous ai dit, ou je ne l'ai pas dit, je ne sais plus, que le philosophe Socrate, pour parler des hommes, usait du terme brotoi, mortel. Les mortels, ceux qui savent qu'il y a un terme à l'aventure, et qu'il importe de faire tenir dans le laps de temps qui leur est alloué la tâche qu'ils se sont à eux-mêmes prescrits. Par exemple, échafauder un système philosophique, clarifier un certain nombre de points concernant notre nature même, et celle du monde dont nous sommes les hôtes passagers. Donc les systèmes idéogrammatiques, pictographiques, sont des systèmes analogiques dont le nombre de signes peut être très élevé. On sait que c'est à peu près 1500 signes dits cunéiformes en forme de coin
qui ont servi aux Sumériens, puis aux Akkadiens qui ont repris leur système, à consigner les choses qu'ils jugeaient importantes, à savoir pour l'essentiel des transactions économiques, des textes législatifs, et sur le tard, une sorte d'épopée infantile, qui est le premier grand texte écrit que nous ayons, qui s'appelle Gilgamesh, qui est en gros une quête de l'immortalité, mais que je pense morte. Rien de votre humanité ne se reflète encore dans les agissements de ces personnages, Gilgamesh et son comparse Enkidu. Ça a fait l'objet d'études très savantes. Il y a des recherches anglaises en particulier que j'avais trouvées tout à fait pénétrantes à ce sujet, mais une petite voix en laquelle j'ai foi, et qui doit être une des miennes, ne cessait de me chuchoter à l'oreille, ça ne te concerne pas. Ce qui arrive aux protagonistes de l'histoire de Gilgamesh est sans écho dans la sorte de vie que les circonstances où tu respires et t'agites impliquent. C'est un tout petit peu un peu plus tard que je vais trouver dans les textes qui nous parviennent de ce temps quelque chose comme un univers qui m'est familier, dans lequel a d'ores et déjà déposé la meilleure partie de l'humanité dont je suis moi dépositaire. Donc ça n'a pas été un obstacle pour les premiers chercheurs européens qui se sont intéressés à ces trouvailles que l'on faisait en Mésopotamie que de déchiffrer les 1500 caractères cunéiformes. Il existe aujourd'hui un corps de spécialistes, d'érudits, qui lisent du sumérien ou de l'akkadien comme vous lisez les notes que vous avez jetées sur vos papiers. J'ai connu un gars qui travaillait au Louvre, en égyptologie, quand il descendait à la cafette pour boire un petit truc, il écrivait sur une feuille de papier pour ses copains un message en hiéroglyphe en disant « les gars, je suis à la cafette, je suis en train de boire, je sais pas, un coca, puis je reviens dans 10 minutes ou un quart d'heure. » Ouais. En hiéroglyphe. Ouais, oui, bon, on apporte ici et là quelques petites modifications parce qu'il n'y a pas de cafétéria à Luxor ou dans la basse-vallée du Nil, mais c'est des systèmes de communication suffisamment élaborés pour vous permettre d'évoquer non pas seulement la grandeur et la puissance immarcessible des dieux, mais les petits gestes de la vie ordinaire. Alors, l'importance du fait tient à ce que, longtemps, jusqu'à la découverte de l'écriture alphabétique, la maîtrise du code graphique a revêtu les dehors un peu répugnants d'un privilège. Privilège, c'est une loi privée. C'est ce qui ne vaut que pour une fraction du groupe. Pour apprendre 80 000 idéogrammes, j'ai pris un exemple extrême, il faut une vie. Si toute une société a la prétention de se rendre maîtresse du système de notation, d'un système de notation qui atteint un tel volume, vous comprenez bien qu'on va crever de faim dans la semaine qui suit. Seule une poignée d'hommes à l'intérieur d'un groupe peuvent s'offrir le luxe exorbitant de posséder la totalité du système de notation. C'est quelque chose d'ésotérique. Les premiers scribes devaient se regarder comme des êtres d'exception, et objectivement ils l'étaient, en ce que, après de nombreuses années d'études, eh bien, ils possédaient les 1500 caractères cunéiformes qui leur permettaient de transcrire ce que bon leur semblait. Il y a un orgueil lettré, une guerre de société à l'intérieur de laquelle les intellectuels ne s'enorgueillissent de ce qu'ils sont possesseurs et maîtres d'un savoir spécial, coûteux. Un exemple pris dans notre propre culture, le prix infini qu'on a attaché longtemps, non pas seulement à la maîtrise de l'orthographe, mais à la belle écriture. J'ai eu dans ma parentèle un grand-oncle, qui étant venu tard, avait bénéficié, parmi les premiers, de l'instruction gratuite, laïque et obligatoire. Les lettres qu'il m'adressait, dont le contenu était ce que vous pouvez imaginer, étaient véritablement des modèles de calligraphie. Kalos en grec veut dire beau, la calligraphie, c'est la belle écriture. Il faisait ce qu'on appelle, je ne sais pas si le mot dit encore quelque chose à quelqu'un, les pleins et les déliés. Les pleins, vous appuyez énormément sur la plume, ça ne marche pas avec mon marqueur. Et les déliés, quand vous redescendez, s'opposent par l'empattement, comme disent les spécialistes, au plein. Ça peut être merveilleux, mais généralement, toute espèce d'attention accordée à la lettre est un attentat perpétré contre l'esprit.
si vous voulez un exemple, les illuminations et les lettrines du Moyen-Âge. C'est des crétins, des gars qui vont accorder un temps aussi considérable à fabriquer on appelle ça le cadeau, c'est marrant. Ces lettres magnifiques, ces extraordinaires lettres détachées au début d'un texte, au milieu d'une cartouche, illuminées, soulignées, parfois frangées d'or. Oh, c'est les crétins qui font ça. On s'en fout, peu m'importe la forme matérielle de la lettre. Ce qui compte, c'est qu'elle transcrive un son, que je reconnaisse immédiatement le mot. Les grandes époques d'affaissement intellectuel se reconnaissent, entre autres signes, au fait qu'on accorde infiniment d'importance au corps matériel du signe. Alors que lorsque vous sentez que vous êtes inspiré, qu'il s'est passé quelque chose dont il importe suprêmement de garder une trace, vous abrégez, vous allez très vite, vous êtes à peine lisible, il vous suffit d'être en mesure de vous relire vous-même pour considérer que la transcription rapide, cursive, très approximative de ce que vous avez noté, ça suffit. J'ai vu un manuscrit de Goethe, Wolfgang Goethe, que les Allemands tiennent sans doute pour un de leurs plus importants écrivains. Alors il était, comme vous tous, j'imagine, comme chacun d'entre nous, cyclotimique, il avait des moments d'exaltation, quand vous inventez un truc, les artistes, et puis des moments d'accablement, quand la trouvaille vous fuit, quand l'inspiration s'est dérobée. Et Goethe, un jour, il était jeune, il allait voir une jeune Française à Strasbourg. Alors, en français, ça donne le premier vers du poème « Mon cœur battait ». Bon, c'est un peu daté. Frédéric Brion. Alors, il est pour aller voir Frédéric Brion. Puis d'un seul coup, eh bien, une pensée merveilleuse le visite. Alors, il avait une feuille de papier qui était disposée obliquement sur son bureau. Il était déjà botté, il a mis son chapeau, sa perruque, il avait enfourché la bête. Vite, il revient dans son bureau, et sans prendre même la peine de rectifier la position de la feuille. Il écrit en travers, obliquement, un certain nombre de choses auxquelles il sent que dans l'instant même s'attache un peu infini, et puis, ayant noté ça, il enfourche son cheval et il va voir Mademoiselle Brion. Et on a gardé cette feuille que Goethe n'a même pas pris la précaution de remettre au droit, il écrit complètement en diagonale. Très vite, une écriture cursive très petite. Bon. Il y a un principe d'économie quand vous écrivez, l'optimisation des moyens, minimum de dépenses pour le maximum de profit. Donc pendant un certain temps vont prévaloir des systèmes analogiques comportant des nombres très élevés de signes. Et les scribes, ceux qui ont passé beaucoup de temps à acquérir cette maîtrise, eh bien, doivent en concevoir, j'imagine, à l'instant même, un certain orgueil. Ils sont les dépositaires d'un savoir rare. On a trouvé également dans les ruines des anciennes cités mésopotamiennes l'équivalent de ce qui reste le 30 juin dans une école maternelle, ou une école primaire. Vos cahiers, vous savez, la maîtresse, bon, elle attend que vous y tournez le dos, puis dès que vous êtes parti, elle fout tout ça dans la corbeille, c'est comme ça. C'est comme les copies des élèves, quoi, quand on avait. Des fois. On peut garder ça. C'est un moment. Bon, c'est une étape, puis on traverse, et puis on galope vers l'étape suivante. Et on a donc trouvé, dans les ruines de ces cités du Moyen-Orient, d'anciens ateliers d'écriture. Vous avez, je sais pas, 500 000 tablettes, dont certaines sont manifestement truffées d'erreurs, de fautes, qui crèvent non moins instantanément les yeux des archéologues. C'est leur boulot. Et du premier coup, il voit la faute que l'étudiant ou l'élève a commise. Et certaines de ces tablettes sont inachevées. Le gosse est découragé, il a jeté la tablette, puis il a attrapé une autre, il a recommencé de recopier des formules magiques ou des comptes, des entrées, des sorties, des recettes, des dépenses, etc. Il faut du temps, c'est très long. Et ces premiers systèmes de notation des sociétés esclavagistes, aristocratiques, présente un caractère de complication, de complexité, qui ne permet pas à la masse du groupe, même à supposer qu'elle soit exemptée de l'exploitation féroce à laquelle elle était soumise, de s'emparer de cet instrument divin qu'est l'écrit. Et ça dure à peu près 2000 ans. Entre 3200, qui est la date à laquelle apparaît pour la première fois cette étrange production de l'esprit humain, qu'est l'écriture, et 1400, 1300 avant Jésus-Christ du côté de Ougarit, c'est en Syrie,
eh bien, on s'accommode de systèmes idéogrammatiques, pictographiques, cunéiformes. Le cunéiforme, à l'origine, c'est un pictogramme, mais très symbolisé, hein, très stylisé. On ne reconnaît plus la forme de la chose, mais par étapes, on peut retrouver ce stade primitif où des trucs cunéiformes qui ressemblent à ça. Là, je vous ai fait deux ou trois fois le croquis. Déjà, ça ressemble à ça, les cunéiformes. Voilà, c'est les traces qu'a laissé dans l'argile la pointe du roseau. Voilà, c'est sur des tablettes. Ben, ça représentait à l'origine, je sais pas, une montagne, une rivière, des esclaves, des tas de blé, des bêtes, etc. À l'origine, c'est un pictogramme. On stylise, ne fût-ce que parce que l'instrument nous y contraint. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a 800, 1000, 1500 caractères. Donc, pendant 2000 ans, on est arrêté à ce stade. Seule une petite corporation dispose de la maîtrise du système de l'écriture analogique. Mais, dès l'Égypte, dès les anciennes dynasties égyptiennes, on voit déjà se faire jour dans l'esprit des plus subtils des scribes l'idée d'une notation rationnelle, ou si vous préférez arbitraire, ou si vous préférez encore d'une écriture des sons. Tous ces gars-là, parce qu'ils sont les premiers, parce que les choses préexistent à notre esprit, notent les choses. Il y a infinité de choses. Si vous avez besoin d'un signe par chose, voilà l'homme, ben vous allez avoir des milliers de signes. Très vraisemblablement, très tôt, partout, en Égypte, peut-être du côté de Akkad, qui a pris la succession de Sumer en Mésopotamie. En Chine, sans aucun doute. Un type se dit, mais voyons, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se simplifier la besogne et de noter eh bien, ce que nous entendons? Alors, on en a des preuves dans le système hiéroglyphique. Je prends le symbole égyptien par excellence, c'est Ré, ou Ra, enfin, je vais prononcer un truc, Ré, ou un mi-chemin de ces deux-là. Quand vous voyez ça dans un cartouche, ou gravé dans la pierre, ou peint sur un papyrus, bon, c'est le soleil, Ré, Ra. Mais quand vous voyez ce machin suivi d'un autre machin, ben c'est le son Ra. Alors l'exemple le plus connu, c'est celui-là. Ramsès, ça ressemble à ça. Ça, c'est une sorte de M, on dirait des branches entrelacées, avec des feuilles qui sortent. Là, c'est les roseaux plumeux qui poussent dans la vallée du Nil. Quand vous avez un cartouche autour, ça veut dire que c'est le nom de Pharaon. Il ne s'agit pas du soleil, quand vous voyez le premier signe. D'ailleurs, la preuve, à côté, il y a le déterminatif. Et celui qui lit ça comprend immédiatement qu'il n'est donc pas question de l'astre du jour, mais de l'empereur, Ramsès. Voilà. Ré est pris non pas à sa valeur référentielle, comme disait un linguiste. La valeur référentielle d'un nom, c'est la chose à laquelle il renvoie. Il est pris à sa valeur phonétique. Au lieu d'être tourné vers les choses, il est tourné vers le son, vers la parole. La parole est arbitraire. Les premiers signes sont analogiques. Je prends un autre exemple très actuel. En Chine, il y a un tas de dialectes. La Chine est tellement énorme. C'est un monde si volumineux que deux Chinois, l'un du Sud, l'autre du Nord, qui parlent ensemble, ne se comprennent pas. Bon, je sais bien qu'il y a ce qu'on appelle le chinois mandarin, qui est coextensif à la totalité du territoire de la République populaire de Chine. Mais les idéogrammes chinois sont immédiatement intelligibles pour un Chinois du Nord et un Chinois du Sud. De même que vous soyez en Algérie, aux Indes, en Allemagne, en France, que vous appeliez ça un, ein ou no ou autre, c'est un. N'importe qui, quelle que soit sa langue, déchiffre immédiatement dans ce caractère, quel que soit le son qui en est l'équivalent, l'unité. C'est pareil. Ces systèmes restent en usage pendant longtemps. Certains, comme le chinois, le japonais, sont encore, à l'heure actuelle, idéogrammatiques, pictographiques. Mais on sent déjà dans certaines civilisations, sociétés antiques, que certains scribes, soucieux de s'épargner du temps et de la peine, ont déjà senti bouger dans la notation l'espèce de poussée que représente bien l'idée, la tentation de noter non plus les choses, ce qui est épuisant, mais les sons. C'est vraisemblablement un Syrien, un gars qui serait syrien à l'heure actuelle. Ugarit était en Syrie à l'origine, c'était en Phénicie, qui le premier s'avise de se détacher. C'est une opération intellectuelle d'une puissance effrayante. Quand on y songe, c'est un arrachement prodigieux. Il se détourne des choses et il va noter la parole. Il va concentrer son attention sur la parole
en la détachant de son sens. C'est très difficile. Certaines opérations intellectuelles vous sont coûteuses. À moi aussi, sachez-le. Si je suppose qu'elles le sont pour vous, c'est qu'elles le sont affreusement pour moi. Il y a des objets qui font tellement corps avec vous-même, avec la chair de votre esprit, si je puis user d'un terme pareil, que vous avez infiniment de peine à les objectiver, à les regarder froidement. Vous n'avez un objet devant vous que sous la réserve que vous êtes capable de triompher des affects qui vous enveloppent en permanence et qui colorent de façon différente, atténuée ou forte, éclatante, les objets qui existent autour de vous, et en particulier les personnes. La chose la plus importante dans un monde quelconque, c'est les personnes. Dans une personne, son visage. Dans le visage, c'est ça. Le monde est coloré d'affect. Vous ne pouvez pas juger avec la même égalité d'esprit de tout. Et bien souvent, lorsque vous avez la prétention de comprendre un truc, alors que rien en principe ne peut résister à la puissance de votre esprit, à la puissance analytique de votre esprit, il vous faut triompher de l'espèce d'interdit, du spectre, de l'épouvantail qui s'interpose entre la chose et votre esprit. Tu ne jugeras pas, père et mère ne jugeront. La difficulté que nous avons, par exemple, à apprécier froidement les actes de nos parents. Le sentiment du sacrilège qui s'empare de nous, de notre cœur, lorsque d'un seul coup, nous nous surprenons à juger père et mère. Je prends cet exemple, je peux en prendre d'autres. Tels nous sommes. Telle est notre nature première, si je puis m'exprimer de la sorte, que, par exemple, une mère et un père ont été, pour l'enfant dépendant que nous étions, comme une reine et un roi, et que nous sommes effrayés à la seule pensée de lever vers eux des yeux froids, qui jugent, qui apprécient objectivement, froidement. Donc j'ai trouvé un Syrien, phénicien de ce temps, pour, se détacher des choses, c'est le premier geste, accomplir la deuxième opération mentale. Ne pas tenir compte de ce que les gens racontent. Faire abstraction du signifié, du contenu, de la signification qui s'attache au son dont vous remplissez l'air. Et ne considérer que ces sons. Et parce qu'il s'est mis nécessairement dans les conditions affectives et intellectuelles requises, il a pris conscience de ce fait extraordinaire que pour tout dire, la parole humaine varie à l'infini. On n'avait besoin que de 26 sons. La prodigieuse diversité, l'inépuisable, la merveilleuse, la divine diversité de la parole humaine se ramène à quelques sons, toujours les mêmes, qui tournent. Et les linguistes effectuent une opération supplémentaire, ce qu'ils appellent les phonèmes. Le phonème, c'est le concept de son. Ces phonèmes se ramènent eux-mêmes à la combinaison de quelques paires minimales. Je vais vous donner trois exemples, un exemple ou deux. La lettre P comme la lettre B sont deux occlusives labiales. Vous savez vos lettres, P, B, et vous les fermez. Vous arrêtez pendant un court instant l'émission d'air. C'est pour ça que, outre qu'il s'agit de deux labiales qui mobilisent la partie antérieure de votre bouche, elles sont occlusives. La seule différence, c'est la même chose. La première est sourde et la deuxième dite sonore. Ou si vous préférez encore, puisque je suis en pleine linguistique structurale, la première est non sonore et la seconde est sonore, où je peux renverser. La première est non sourde et la seconde même pas. Ils disent aussi voisé, non voisé. Vous allez comprendre. Quand vous formez le phonème P, si vous mettez votre main sur votre gorge, vous ne sentez aucune vibration. Essayez de prononcer le phonème B avant même que le souffle vous soit parvenu à votre lèvre, vous sentez vos cordes vocales qui entrent en vibration. P est sourd ou non voisé, il n'y a pas de voix. B est sonore et voisé. Si vous prenez que et ge, c'est exactement pareil, sauf que ça n'est pas des labiales, c'est des dentales. Que est la même chose que ge, sauf que lorsque vous prononcez que, vos cordes vocales restent en repos, au lieu que lorsque vous articulez le son ge, g, vous sentez immédiatement la vibration. Vous n'avez jamais vu de cordes vocales? C'est imperceptible. Si on ne vous les montre pas, si quelqu'un armé d'une lancette, d'un bistouri, de Bruxelles, de pince, ne vous montre pas les replis qui sont en arrière-gorge, vous ne les voyez pas. C'est imperceptible. Et pourtant, c'est la condition physiologique, anatomique de la parole.
Le frère dont je vous parlais, il a chez lui des trucs, c'est dégoûtant, excusez-moi, des coupes médicales, bon, des gosiers humains tranchés, enfin en matière plastique, j'entends. Alors, naturellement, j'ai regardé comment c'était foutu, fichu, fait, quel langage. Bon, c'est à peine perceptible. Et pourtant, ce sont ces deux tout petits replis de chair qui, selon que vous avez affaire à un phonème non voisé ou voisé, vont rester plaqués contre la trachée et d'un seul coup vont entrer en vibration. Un Syrien, un Phénicien, s'avise que c'est pas la peine de passer 75 ans de sa vie à se mettre dans le crâne 80 000 signes analogiques, mais que par un double coup de force, se détourner des choses pour se tourner vers la parole. Et de la parole, ne retenir que le son. Constater que, eh bien, avec un tout petit nombre de phonèmes, avec un matériau sonore extraordinairement réduit, vous pouvez tout lire. Voilà. C'est une percée extraordinaire. Il faudrait que l'école des beaux-arts, c'est pas sa classe, la faculté des lettres, confie à un étudiant ou une étudiante de l'école des beaux-arts le soin de bâtir une effigie en or pur. Si, représentant, alors ça c'est votre liberté, votre capacité d'invention de trouver quelque chose soit de figuratif, soit de non figuratif. Je suis pas un artiste, c'est vous. Qui marquerait la reconnaissance infinie que nous continuons d'avoir pour celui quel qu'il fut, qui nous a libérés de la fatigue mortelle à laquelle on s'exposait lorsqu'on avait la prétention d'accéder à l'écrit, pour mettre à la disposition de tout le monde, et j'entends par tout le monde les petits-enfants, cet instrument potentiellement démocratique qui est l'alphabet. Les hiéroglyphes sont aristocratiques. C'est comme ça. Seul un très petit nombre de gens dans un groupe humain peut donner les années, les dizaines d'années qu'il faut pour accéder à la connaissance pratique des systèmes, du système de notation analogique. Lorsque la clé de tout se ramène à 26 phonèmes, n'importe qui, un gosse de 6 ans, un garçonnet, une fillette, peut, en l'espace de quelques mois, avoir en main la clé de tout. L'alphabet est démocratique. Il me paraît hautement significatif que ceux qui l'ont parachevé, qui l'ont habillé de chair, et j'entends par chair les voyelles, soit les Grecs. Les Grecs n'ont pas inventé l'alphabet, mais c'est eux qui l'ont en quelque sorte complété. L'alphabet est d'origine sémitique. C'est les sémites, les ancêtres du peuple juif, des peuples arabes, du Moyen-Orient, qui ont eu l'intuition de ce qu'il fallait vaincre la fascination que les choses exercent sur nos esprits tremblotants et noter les sons. Voilà. Je ne sais plutôt qui disait qu'il était très vraisemblable que cette pensée sacrilège a dû germer dans la cervelle d'un commerçant. Un type qui n'avait pas envie de se donner les grands airs d'un prêtre ou d'un scribe, qui n'avait pas de temps à perdre, qui ambitionnait de gagner de l'argent, de devenir riche. M'embêter pendant 15 ans dans un atelier d'écriture à apprendre, je sais pas combien de cuneiformes, jamais. Ce que je veux faire, c'est du pognon. Comment faire rapidement du pognon, alors qu'il ait besoin de tenir une sorte de comptabilité en partie double? Doit avoir, de trouver un système de notation abrégé, économique, au sens strict du terme, l'alphabet. Voilà. Je doute qu'on sache jamais quel était celui qui a percé en quelque sorte la muraille pour entraîner à sa suite toute l'humanité, pour offrir à tous ceux qui peuplent la Terre un moyen aussi facile, beau, économique que l'écriture alphabétique. Alors, les premières écritures alphabétiques sont strictement consonantiques. Le gars a renversé je ne sais trop combien d'obstacles, tous plus monstrueux les uns que les autres, mais il y a une chose qui lui a échappé, c'est que un mot est généralement formé de consonnes et de voyelles. Voyelle, c'est votre voix, c'est la vibration du repli que j'ai dit qu'il y a dans votre gorge. Consonne, son nom l'indique, vous savez que con en français c'est le cum latin, compagnon, copain, etc. Avec. C'est ce qui sonne avec. La consonne est une sorte de squelette. Ce sont les os du langage. Les voyelles en sont la chair. C'est pour ça que généralement, lorsque l'on fait de l'étymologie, qu'on s'enfonce dans la nuit des âges, à la recherche des mots, de leur source, de leur étymon, leur vérité. Étymon, en grec, c'est la vérité. On perd très vite la chair. C'est comme si vous ouvrez des tombes, pardonnez-moi, d'antiques sépultures.
ça n'est pas la peine d'escompter de retrouver la chair, à moins qu'elle n'ait déjà été momifiée par l'écriture. C'est le cas du sanskrit, par exemple. Mais habituellement, toute chair disparaît et ne reste que le squelette consonantique. Quand vous regardez les mots français, et que vous les rapportez, par exemple, eh bien, à leur source latine, vous découvrez que tout le système, toute la chair vocalique, toute la substance sonore a été altérée par nos bouches gauloises. Mais que très fréquemment, et même c'est le cas le plus souvent, vous allez retrouver intact le système consonantique, le squelette, la structure consonantique du mot. Et même lorsqu'il n'est pas intact, il existe des lois évolutives telles que nous sommes assurés que telle lettre en français, tel son en français représente tel nom en latin. Je ne sais plus quel exemple je vais donner. Si, je vous parlais du cheval. Chaque fois qu'en latin, vous avez le groupe K, vous pouvez être assuré qu'en français, ça veut donner le groupe Ch. Capital donne chef. Caballus en latin va donner cheval. Le B s'affaiblit en V. Ça aussi, c'est une règle. La finale latine est restée allus en al, sachant qu'à une certaine époque, c'est une tendance propre au français, quand vous avez un groupe AL, il a tendance à passer à O. Je vais à le collège, je vais au collège. C'est le truc de le frère, du frère. Ça s'appelle, je ne vais pas vous embêter avec ça, de la vélarisation. La vélarisation, ça vient de voile, le voile du palais. Vous avez le gosier fait d'une certaine façon, et lorsque on confie à des bouches gauloises la langue mère de l'Europe occidentale, enfin du Sud, le latin, voilà ce que les Gaulois que vous êtes en partie en font. Le latin, je prends ce mot parce que j'ai vu ça sur mon paquet de sucre à midi. Puluere m'a donné la poudre en français. Alors ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il y a une complication, toujours pour nos bouches gauloises, on s'embête pas, c'est comme les pas japonais. On met une consonne intermédiaire pour pas trop se fatiguer. On est comme ça. Je regardais la traduction dans les principales langues européennes du mot français sucre en poudre. Les Portugais, c'est pot. Vous imaginez le degré de réduction qu'ils ont fait souffrir à pulverem latin. Quant à pulverem, le mot latin, vous le retrouvez dans pulvériser, réduire en poudre. Pulvérulence, qui est la consistance de la poudre. Chacun des sous-groupes de l'Europe occidentale a soumis à un traitement spécifique l'héritage latin, romain. Mais il est très facile de retrouver soit la structure consonantique, soit ses avatars, ce qu'elle devient, sous l'effet d'un certain nombre de lois évolutives qui s'appliquent avec constance dans la même ère, IRE, linguistique. On sait très exactement comment ils s'y sont pris entre le 1er siècle après Jésus-Christ et le XVIIe siècle que la langue française est fixée pour tirer le français du latin. Alors qu'en même temps, les Espagnols, les Italiens, les Portugais soumettent cette même langue des conquérants à un traitement qui explique les différences que vous observez entre l'italien actuel, le français, le portugais, et l'espagnol, sans préjudice des innombrables dialectes de la Romagna qui ont été anéantis par les politiques nationales en matière linguistique. Il existe, par bonheur, un atlas des dialectes français qui a été établi par 2 types dont était représentant en fromage, je dis pas rien, c'est comme ça, il s'appelait Gilliron. Bon, on a une idée assez précise de ce que pouvaient être ces dialectes dont la disparition est à peu près contemporaine de l'école de Jules Ferry, gratuite, laïque, obligatoire, tous les Français par français, c'est comme ça. Alors que pendant longtemps, jusqu'à une époque relativement récente, si vous étiez une femme, pas un homme, les hommes étaient obligés de s'acquitter de ce qu'on appelle le service militaire. Quand vous êtes dans une caserne avec des gars qui viennent de partout, vous êtes obligé d'apprendre le français, ne fût-ce que pour comprendre les ordres qu'on vous donne. Mais des femmes qui ne sortaient jamais des limites d'un canton, qui naissaient, vivaient et mouraient dans un espace de quelques kilomètres carrés, eh bien, pouvaient continuer de parler bien tranquillement tel dialecte, le breton, le gascon ou n'importe quoi d'autre, sans incommodité majeure. Je suis embêtant, mais il faut que je le sois. Enfin, il fallait que je le fusse, parce que j'en terminais. Donc, c'est vraisemblablement des Phéniciens. Si on en croit les Grecs,
qui invente l'alphabet. Alphabet, aleph, bête, etc., etc. Je vous avais dit qu'il ne s'embête pas et que, apparemment, l'alphabet est lui aussi analogique. Je vous ai dit que aleph, c'est une tête de vache ou de bœuf. C'est la richesse. Que bête, bêta, c'est les maisons du Moyen-Orient à toit plat et à un étage, avec les récoltes qui sèchent sur la terrasse. Que le C, c'était guimel, c'est-à-dire c'est un chameau, avec sa petite bosse. Vous voyez mon chameau, qui est horrible. Dalet, D, ben c'est la porte. Et tout à l'avenant. Les inventeurs de l'alphabet se disent, bon, on va noter les sons. Alors ils auraient pu inventer, comme les phonéticiens, des notations spéciales. Pas du tout. C'était des esprits forts. Ils n'ont pas cru devoir se fatiguer à élaborer, à inventer des signes spéciaux qui seraient la notation purement arbitraire des sons que vous utilisez lorsque vous parlez. Ils ont pris autour d'eux les objets les plus usuels, une maison, un chameau, une tête de bœuf. Mais ils leur attachaient une valeur purement conventionnelle, purement phonétique. Voilà. Ça change tout. L'alphabet démocratique, vous l'avez appris en quelques semaines, il a gagné quasiment la totalité de la surface de la Terre, soit sous la forme littérale que l'ont donné les Grecs, qui l'ont donné aux Étrusques, qui l'ont donné aux Romains, qui l'ont donné à nous, soit sous les formes bizarroïdes, je pense à l'alphabet cyrillique chinois. Vous savez que le moine Cyril, au IXe siècle, a importé l'alphabet latin dans ce qui deviendrait la Russie, qui était déjà, mais en y apportant un certain nombre de modifications, et surtout d'une façon un peu sotte. Si, il y a des contradictions. Il n'a pas observé la règle, un son, une forme. Il note des diphtongues. Il faut pousser, en principe, il faut pousser l'analyse jusqu'au bout. Or, les Grecs l'ont fait. Alors, les Grecs disaient, quand ils évoquaient l'usage qu'ils avaient de ce système, alors tout autour, on écrivait encore en cunéiforme, en hiéroglyphe. L'alphabet grec, c'est le 8e siècle. C'est la fin de l'âge obscur, une période terrible de guerre interne, d'invasion, les Doriens sont là, c'est le bazar en Grèce. Mais n'empêche que c'est déjà des Grecs, ils ont des idées claires, et ils mettent au point l'alphabet complet. Et lorsqu'on dit, mais c'est quoi cette écriture-là que vous utilisez? Ça n'est pas du tout ni les hiéroglyphes de l'Égypte, ni les systèmes cunéiformes qu'on pratique partout autour de vous. Et les Grecs, avec leur nez bien droit et leur menton proéminent, répondaient phénikoi grammatoi. Ah ben on utilise des signes phéniciens. Ouais, mon œil. Bien sûr qu'ils avaient repris le principe de l'alphabet alphabétique, mais phénicien. Mais ils y avaient ajouté les voyelles. Alors ça présente, ça encore des conséquences incalculables. Les alphabets sémitiques, l'alphabet arabe, sont consonantiques. On vous donne la charpente osseuse du mot. Mais il y a un doute. La totalité de ce qui aurait été dit, ou de ce qui a été dit, n'est pas restitué. Il reste un halo d'incertitude. Ça a des conséquences énormes dans la communication. Vous ne pouvez pas être aussi précis que vous le désirez. Vous êtes plutôt porté à vous en remettre sur l'opinion commune. Si vous êtes un esprit original, il y en a dans toutes les sociétés, il y a toujours des grands illuminés partout. Il y a une chance non nulle pour que vos paroles écrites ne soient pas entendues, perçues, comprises à leur valeur exacte, parce que l'écriture est infidèle. Certes, elle dit en substance de quoi il retourne, mais elle n'est pas capable de représenter le détail exquis de ce que vous avez pensé et voulu dire. L'alphabet grec est parfait. On n'y a rien ajouté, rien retranché. Ça fait presque 3000 ans qu'il court le monde, qu'il a gagné la totalité de la Terre, parce que ces hommes de l'Attique et du Péloponnèse ont rapidement constaté que quelque précieuse que fut l'invention de leurs voisins syriens, enfin phéniciens, il manquait un petit truc, qui était ce qui fait à la limite la beauté de l'homme, un squelette, bon, c'est un objet d'effroi pour nous. Alors que lorsqu'il est revêtu de sa chair, c'est la splendeur de la vie. Les Grecs sont ceux qui revêtent de la splendeur de la vie la parole même. C'est comme si, littéralement, vous aviez sous les yeux, lorsque vous lisez avec vos alphabets à vous, ce que celui qui s'adresse à vous, en l'occurrence vous-même, a dit littéralement. Ce qui fait que si vous avez une idée particulièrement audacieuse, belle, pénétrante, paradoxale, qui va à l'encontre des idées reçues, vous l'écrivez dans cet alphabet-là. Elle arrivera intacte à l'oreille, plutôt, pardon, aux yeux de ceux à qui vous la destinez.
l'extrême degré de précision en pareille matière, je veux dire en matière d'écriture, est atteint au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les Mésopotamiens ont certes défié les dieux. Ils leur ont extorqué une partie du privilège qu'ils s'étaient arrogé d'être partout et toujours. Quand ils se savaient déjà mortels. Gilgamesh, c'est ça. On va crever, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'échapper à ça? Non. Non. Gilgamesh, au moment où il va s'emparer du rameau de l'immortalité, il échappe dans le fleuve. C'est ça la fin du bouquin. L'épopée de Gilgamesh. Ça y est, il a pris au dieu ce rameau, grâce à quoi? Eh bien, jamais le cours de ses jours ne s'interromprait, mais pour des raisons obscures. Enfin, son ami manque de se noyer, il échappe le rameau pour tendre la main à son ami. C'est pour ça qu'on meurt, parce que Gilgamesh n'a pas réussi à triompher. Donc, les Mésopotamiens ouvrent certes une brèche dans l'oubli qui nous talonne. Ils peuvent confier à des supports durables le texte de leur aventure. Voilà qui nous étions, voilà ce que nous avons fait. Voilà notre espérance, voilà notre grief. Mais il a fallu attendre ce peuple d'élite, ces petites cités-États du Péloponnèse, pour que soit mis au point un système foncièrement démocratique. Un peuple tout entier, c'est le cas du nôtre, et de tous les peuples développés, de toutes les nations développées à la surface de la Terre. Et confie à tous ces gosses l'espérance de demain, l'avenir, très vite, en quelques mois, au CP, la possibilité et de lire tout ce qui leur est destiné par les canons de l'écrit, éventuellement d'écrire dans un coin et dans le plus grand secret, si ça leur chante, telle chose à eux destinée, qu'ils reconsidéreront dans leur fraîcheur première, leur exactitude littérale, 20, 50 ou 100 ans plus tard. Voilà ce que j'ai écrit. Voilà la trace que j'ai conservée de tel instant. Vous avez ça aux mains. Vous le devez, malheureusement, à la sédentarisation des hordes errantes, simplement loquaces, qui, pendant des millénaires, ont circulé à la surface du globe, dans le sein inépuisable de notre mère nature. Et puis, certains ont commencé de se fixer dans le Moyen-Orient, ont cru devoir s'adjoindre les secours d'une mémoire auxiliaire écrite, et de proche en proche, puisque c'est vous les représentants les plus avancés de l'espèce pensive, n'importe qui, aujourd'hui, les riches, les pauvres, a à sa disposition cette invention merveilleuse qu'est l'écriture. Ça change tout. Elle aussi porte au second degré, si je puis dire, la capacité de jugement calme dont vous êtes plus ou moins susceptible et qui fait de toute opération de l'esprit non pas seulement une investigation froide, mais un effort contre la barrière plus ou moins épineuse d'affect qui protège les choses les plus importantes au monde. Et j'entends par l'affect, l'adoration, la vénération. Maman, papa. La terreur, le prestige qui s'attache à certaines positions sociales. C'est le prince qui l'a dit. Ce sont les paroles du roi, du grand prêtre. Alors, quand vous n'arrivez pas à les détacher de la personne, de ceux qui l'articulent, vous ne comprenez rien. Votre esprit est paralysé par ces affects. Mais quand c'est écrit, ah, voilà la déclaration du roi, ah bon, voilà la déclaration du président de la République, voilà un projet de constitution. Voilà le texte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors là, on dit, oui, d'accord, oui, on juge froidement. Le jugement calme, c'est la raison. Ce qu'on appelle la raison, ce n'est pas de moi, c'est du philosophe empiriste anglais Hume, qui vivait au XVIIe, XVIIIe siècle, qui était l'ami de Jean-Jacques Rousseau, qui était un type énorme, c'est comme ça, Hume. Un tonneau. Oui, d'accord, mais il avait une cervelle. Et il s'entendait en user. C'est un jugement calme. Un autre anglais, qui à sa façon est un type très important, qui s'appelle Hobbes, qui est le premier qui raisonnait froidement sur les états léviathans, les monstres étatiques de la Renaissance et l'époque classique. La raison, c'est le calcul des conséquences. Ce qui veut dire que vous vous absentez de l'instant présent, de sa vibration, de son prestige, et que vous vous transportez en pensée à quelque distance d'ici pour examiner les séquelles ou les effets de votre décision présente. Ça veut dire en quelque sorte que vous vous arrogez un certain degré du pouvoir, là encore que nous prêtons au Dieu, qui est de régner sur l'étendue du temps. Vous sortez du présent, de la puissance de paralysie qui est la sienne, qui vous enferme, et vous patrouillez dans l'avenir pour voir un peu ce que vont être les conséquences
de telles résolutions que vous formez maintenant. Et si, de cette excursion dans l'avenir, vous n'avez pas rapporté la certitude que votre décision actuelle est bonne, vous suspendez cette décision, vous en prenez une autre. Vous êtes rationnel que vous le vouliez ou pas. Vous avez sucé le lait de la raison avec celui de votre mère. Vous ne pouvez jamais plus jamais, vous ne pourrez agir comme on le fait dans des sociétés agraphiques et acéphales. Non seulement vous avez intériorisé la violence d'État, celle dont je vous ai dit qu'elle permet de pacifier à peu près les rapports entre les hommes, extrême la sécurité de la société civile que vous habitez. Mais en plus, vous possédez une technologie de l'intellect, celle que vous confère l'écriture, qui vous permet d'adopter vis-à-vis de toute chose une attitude, sachez-le, qui est toute récente à la surface de la Terre, qui est une attitude rationnelle, raisonnable. Vous êtes imprégné de rationalité. Et un des instruments les plus puissants de cette attitude culturelle, c'est l'écriture. Vous êtes dans un coin avec un papier que vous lisez. Ah, mais c'est ça qu'il a dit. Ou il n'a rien dit de tel. Un texte ne résiste pas, un texte qui est oral, un discours politique, n'importe quoi. Relisez-le à tête reposée, seul dans un coin. Il n'y a plus personne autour de vous, il n'y a plus des effets d'entraînement d'une foule, d'une communauté, d'une collectivité, d'un groupe. Vous êtes seul. Vous n'avez à vous soucier de rien d'autre. Vous voyez, vous objectivez la teneur significative, la poignée de signification enfermée dans le texte. Ça change tout. Je le sais parce que c'est en ces termes-là que je m'adresse à la communauté que vous constituez. C'est de vous que je reçois, comme disait l'autre, comme je l'ai dit, mon message sous sa forme inversée. Et je sais que j'ai en face de moi des gens qui possèdent cette disposition-là, qui sont génériques, qui sont partie intégrante de votre personne, qui sont peut-être sa dimension principale. Quelle que soit l'inflexion personnelle, la touche qu'en tant qu'individu, vous pouvez apporter à cette espèce de moule culturel dans lequel vous avez été jeté. Telle la sorte d'hommes et de femmes que vous constituez, des gens lettrés, sachant lire et écrire, et ayant à leur disposition le merveilleux caractère que les Grecs ont ajouté, la poignée des voyelles, la chair, que les Grecs ont ajouté au travail des Phéniciens. Si cette acquisition est aussi essentielle, c'est en ce que le texte, le premier texte, dont elle a été le vecteur, l'instrument, est aussi le premier dans lequel il me semble que les humains que vous êtes vont reconnaître pour la première fois le visage de leur humanité. Ce texte, c'est l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Avant, vous avez affaire soit, je pense au texte des civilisations orales, à quelque chose qui a surgi au plus profond des ténèbres de votre esprit où les censures de la veille avaient été levées. Je vous disais l'espèce d'apparente ressemblance qu'il y avait entre les textes des mythes restés en très petit nombre des sociétés primitives et les productions aberrantes apparemment de votre esprit lorsque vos yeux se ferment, que la nuit est venue et que momentanément vous êtes privé de votre raison ou de votre vigilance. Vos rêves sont parfaitement déchiffrables, mais les procédés dont vous usez en rêve sont prélogiques. C'est comme si le temps que dure une nuit de sommeil, 8 heures, votre esprit, usé, harassé par les conditions de vie dans un espace rationnel, s'affaissait et recourait à des procédés dont il serait extrêmement dangereux que vous y recourussiez, pardonnez-moi, dans la vie éveillée. Si vous agissiez, quand vous avez les yeux ouverts, dans l'espace réel, comme vous le faites la nuit, il n'y aurait plus personne de vivant demain matin. Nous sommes tous en rêve des criminels consommés, des monstres, ceux que, pardonnez-moi, l'être éveillé que vous êtes juge tel. Mais comme vous savez que tout peut arriver en rêve, avant que vos yeux ne se ferment, vous appuyez sur l'interrupteur, vous débranchez le pôle moteur. Ce qui fait que vous pouvez former telle pensée qui vous plaira, comme elles ne seront pas suivies d'effets, que des actes n'en témoigneront pas. On peut vous abandonner pendant 8 heures, le temps que dure une nuit normale, à toutes ces puissances des ténèbres, à nos yeux, qui environnaient les premiers groupes humains, et que la civilisation esclavagiste, les raisons graphiques ont à jamais conjuré. La nuit, vous avez 5000 ans, 30 000 ans. Dans la journée, vous êtes tous très exactement contemporains de l'an de grâce de biblique. Il est fou de songer que les acquisitions les plus décisives de la civilisation
n'ait pas pénétré ce qu'on appelle votre subconscient, ou qu'une partie de l'esprit humain demeure obstinément attachée à ce temps d'avant le temps de l'histoire. La préhistoire continue de hanter vos nuits. Marcel Proust, qui est un immense écrivain français, parle du sommeil qui nous ramène à la métempsychose, aux règnes animaux, à toutes ces profondeurs obscures où nous n'avons plus d'accès libre, éveillé, mais que l'extinction de la raison, de la petite flamme qui brûle là-haut, eh bien, permet de reconnaître, et peut-être, juste avant que nos yeux ne s'ouvrent, de discerner avant que la main de l'oubli ou la censure, c'est pareil, nous passe dessus et nous dérobe que nous sommes doux ou que nous sommes beaucoup plus vieux que nous ne l'imaginons avec une partie nous-mêmes, la partie émergée, baignant dans la lumière glaciale, sans ombre de la raison, et puis cette autre partie dont chacun d'entre nous est flanqué, lesté, immergé dans cette grande nuit impénétrée qui devance l'ère des lumières où se passent nos vies. Donc, en même temps, c'est significatif, c'est pas une coïncidence. En même temps, un peuple, c'est les Grecs, récupère le meilleur des civilisations moyen-orientales qui nous ont devancées. Considère, avec ce regard perçant, qui est celui des Grecs classiques, ou même pré-classiques, et l'audace d'un système de notation des sons, et l'insuffisance qui s'attache à ces écritures alphabético-consonantiques, se disent, mais il manque juste un détail, c'est la chair des voyelles. Alors ils ajoutent les voyelles, alpha, oméga, omicron, iota, etc., et ont aux mains quelque chose de si achevé que c'est exactement la même chose dont vous vous servez. On n'a rien ajouté ni retranché à l'alphabet grec, il est parfait. Et la conséquence s'ensuit automatiquement, des gars qui ont ça entre les mains sont capables de dire les choses pour la première fois en des termes tels que nous, qui appartenons au même univers, nous y reconnaissons, ça y est, notre humanité. Les personnages qui s'avancent sur la scène de la littérature homérique, c'est vous. Ulysse, c'est moi. Je me prends pour Ulysse tout le temps que j'ai le bouquin entre les pattes. Je ne vois rien dans ces agissements qui aille à l'encontre de mes convictions les plus profondes. Quand je lis un mythe et que je vois le type à qui on vient d'arracher par exemple une jambe, à qui sa femme vient de couper une jambe, et dont un cils, devient un oiseau pour aller prévenir sa belle-mère, j'ai beau faire, je sens nettement que quelque chose en moi se rétracte. Je ne peux pas participer. Ma croyance ne tient pas. C'est une épreuve à laquelle ce que je suis, je veux dire par là ce qu'on m'a fait, se refuse. Je ne peux pas faire crédit à ces récits. Je me sens immédiatement expulsé de ce monde dont je sais pourtant que des êtres aussi richement pourvus de cervelle que nous sommes tous furent les habitants. Quelque chose s'est rompu entre nous. Si je suis capable de croire qu'un de mes cils peut se métamorphoser en oiseau pour aller prévenir quelqu'un par-delà le grand fleuve, ça n'est que la nuit, lorsque mes yeux sont fermés, et que pour le coup s'avancent sur la scène des puissances dont j'ai pris congé, mais qui sont tapies dans les plus noirs recoins de mon âme. Lorsque j'ouvre Homère, j'ai le sentiment que c'est mon monde. Alors ici et là, bien évidemment, il y a un certain nombre de signes ou de traces de ce que l'Iliade et l'Odyssée, c'est 800 ans avant Jésus-Christ, presque 3000 ans, 30 siècles. Mais le système catégorial ou catégoriel est le même. Ulysse est un homme, point. Jamais un de ses cils ne va se transformer en oiseau. Jamais il ne va monter au ciel pour devenir telle ou telle constellation. Il éprouve les mêmes sentiments que moi dans les mêmes circonstances. Il n'est jamais fait mention dans les mythes dont je vais vous donner quelques bribes de sentiments qui seraient à peu près appariés aux circonstances où se trouve le personnage. Il éprouve de l'effroi où je suis absolument de neige, et inversement, il accomplit des choses qui me remplissent d'épouvante et qui, pour ce qui le concerne, le laissent parfaitement indifférent. Il accomplit des crimes que je trouve monstrueux qui pour lui vont de soi. Tandis qu'inversement, il commet je ne sais trop quelle infraction, je ne sais trop quel tabou, et il est en proie au désespoir, alors que pour moi, il n'y a pas de tabou, donc je n'éprouve aucun des sentiments qu'il agite. Tout est décalé, non pas seulement le système des représentations,
mais celui des affects qui sanctionne vos représentations. Lorsque les Grecs s'avancent sur la scène avec leur alphabet achevé, et qu'une œuvre commence à témoigner de ce qu'ils sont, de ce monde qui a devancé notre monde, l'image qui surgit du récit de la guerre que les Achéens, les vieux Grecs, sont allés livrer sur les rivages de l'Asie mineure à la ville de Troie, eh bien, cette image est à peu près coextensive avec celle qui s'impose à mes regards et à mon esprit lorsque je songe au monde que j'habite. La modernité, c'est là qu'elle commence. Alors, bien évidemment, il y a des points sur lesquels nous divergeons très sensiblement. Mais les fondations de votre culture, c'est là qu'elles sont. Vous êtes grec. Non pas seulement parce que vous utilisez l'alphabet auquel ils ont apporté son ultime touche de perfection, mais parce que lorsque vous lisez les premiers textes de la civilisation grecque classique, vous êtes chez vous, ça y est, c'est votre demeure de sens. Je n'ai pas dit assez dans une partie. Non. Donc, c'est de ça qu'il sera question la prochaine fois, parce que j'ai pas le temps d'épiloguer, voilà. S'il y a des choses que j'ai dites sur les cuniformes, tout le bazar, qui ne vous ont pas paru revêtus du caractère d'absolue limpidité dont il faudrait que mes propos fussent revêtus, virgule,